Bonjour, bonsoir. Moi, je suis Claire Bonnet, je fais partie des Saprofit. Donc, on remercie l'école d'archi qui nous a donné l'occasion de monter ce cycle qui s'intitule Résilience, ce cycle de conférences. Les Saprofit, on est une coopérative d'archi et de paysagistes qui est basée ici à LM. Et puis, cette question de la résilience, elle nous intéresse sur des tas de facettes et on y réfléchit depuis assez longtemps. Et on est très contente d'accueillir Clara Simé, qui vient de Paris et qui va parler de la résilience sous le prisme de l'action locale, notamment autour du projet de la ferme du Rail qui se situe dans le 19e arrondissement. Donc, on t'écoute, on prévoit environ 1 heure d'intervention, puis après, on pourra poser quelques questions et puis retourner boire des bières. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Il marche mon petit micro. Nous sommes une scope d'architecture chez Grand Vite et on a développé au fil des années, de ces dernières années, là, disons depuis 2016, et puis bien sûr en gestation très, très avant dans nos vies antérieures. La scope s'est réellement créée en 2018. On a travailler à contribuer à la régénération d'un territoire. C'est pour ça que ce terme de résilience, il nous parle, même s'il est parfois compliqué, parce qu'il est beaucoup récupéré aussi par beaucoup. Et donc, on est basé dans le 19e arrondissement. Et de fil en aiguille, et en créant des relations avec des structures de l'économie sociale et solidaire locale, donc autour du canal de l'Ourcq. On est donc dans le nord-est de l'Île-de-France, enfin de Paris, et on se projette comme ça vers la Seine-Saint-Denis qui est juste à côté. On a, au fil des années, tissé des liens avec le monde d'économie sociale et solidaire, associations impliquées dans des actions sociales auprès des personnes, soit les plus fragiles, soit en tout cas, qui ne trouvaient pas, de place, soit dans leur logement, le travail, la culture et toutes ces questions qui nous ont permis de toucher un large spectre de toutes ces questions qui font notre vie. Et en parallèle, on a, de cet écosystème, on a aussi tissé des liens avec un grand nombre d'artisans impliqués, vous le verrez, dans la question sociale eux aussi, par le prisme d'entreprises d'insertion qui forment des personnes, qui les accompagnent, dans le cadre dans le champ du bâtiment, et vous le verrez notamment dans l'éco-construction plus particulièrement. Je vais commencer par vous parler de notre projet qui était un peu fondateur aussi pour la coopérative, qui s'appelle la ferme du Rail. Donc, c'est une ferme d'insertion par le travail qui a ouvert ses portes en 2019. C'est un lieu qui est à la fois un lieu d'hébergement pour des personnes qui viennent de la rue, essentiellement, un travail, une formation qui leur est proposée à la fois autour des activités de compost, de leur collecte, du traitement des déchets organiques et puis du maraîchage. Et en même temps, la volonté d'ouvrir ce site sur son quartier, de ne pas faire un lieu de relégation de la question sociale, et de créer un restaurant qui est justement aussi celui qui vient boucler cette, cette, cette action de régénération des sols, puisqu'il y a un enjeu là-dessus, à la fois avec la collecte des déchets organiques qui viennent amender des sols qui étaient antérieurement pollués, produire des légumes, être servis dans le restaurant. C'est évidemment un collectif nombreux. Donc là, je vous donne un simple aperçu de tout ce qu'on a mobilisé, à la fois dans des missions classiques de maîtrise d'œuvre, de relations spécifiques, de gouvernance partagée. Et ça, c'est un élément fondamental avec les commanditaires. Donc les commanditaires, c'est Bail pour tous, donc un bailleur social, Réabail, une foncière sociale, Atoll 75 qui, eux, se chargent de gérer au quotidien le centre d'hébergement, et puis un très grand nombre d'acteurs qui sont venus contribuer
à la construction du lieu et avec lesquels on a imaginé, les solutions, concrètes pour créer ces lieux. C'est aussi les liens qu'on a tissés avec des élus locaux et c'est fondamental aussi. C'est des projets qui ne sont pas on parle, dans la typologie des tiers-lieux, c'est un petit peu dans la cartographie. Il y a parfois des difficultés à se positionner. On n'est pas du tout dans l'urbanisme, transitoire ici. On est dans un lieu qui est pérenne et qui a un bail à construction, cédé par la ville de 50 ans et qui s'installe donc pour longtemps, on le souhaite et c'est le chemin qu'il a pris. Et qui crée des partenariats et des soutiens aussi, auprès du champ politique, des élus et notamment de la ville de Paris qui avait lancé donc cet appel à projets qui s'appelait «Réinventer Paris» et qui proposait justement à des équipes de se monter et de faire une proposition d'usage et de construction et de montage financier pour, ce long terme. C'était aussi l'opportunité de créer des solidarités à une échelle, territoriale et là plus élargie. Je parlais tout à l'heure de l'échelle du quartier qui est beaucoup un terrain de jeu pour nous, mais il y a aussi cette dimension agricole qui est aussi l'idée de ce divorce entre nos métropoles et vous êtes aussi dans ces situations ici, d'un de territoires productifs, de territoires aussi qui sont, complètement coupés, invisibilisés dans leurs liens. Vous savez que, Paris ne tiendrait pas plus de 3 jours sans s'il y avait une rupture des infrastructures autour de Rungis. Et elle n'a pas aujourd'hui les liens qui lui permettent d'assurer son autonomie et son indépendance, auprès des agriculteurs qui sont alentour en Île-de-France. Et donc c'était l'occasion ici de recréer ce lien pour, imaginer la façon dont on allait construire ce lieu et notamment d'isoler ces bâtiments et ce lien fort s'est créé avec un agriculteur. La construction paille, vous le savez, certainement, a trouvé un essor assez important. On était au moment où les règles de construction paille avaient été, les règles pro avaient été éditées. À ce moment-là, on travaille cette prescription et cette relation, quoi. On rentre en relation avec l'agriculteur et Apigebat, une entreprise d'insertion qui est spécialisée dans l'éco-construction et on a du coup la possibilité, dans le cadre de l'opération, de prescrire ces bottes de paille que l'agriculteur vient amener directement sur la petite ceinture qui est à proximité. Et ensuite, la mise en œuvre a été faite au sein, du bâtiment par ces jeunes, qui étaient donc plutôt un public jeune là et non pas un public qui venait de la rue, qui étaient dans un processus, d'apprentissage, de formation autour de ces techniques. Donc là, on est sur une ossature, là on est dans les logements, une ossature en remplissage, de bottes de paille, compressées. Autre, lien qu'on vient créer aussi là avec un territoire un peu plus élargi, par exemple, je donne quelques exemples, les rondins de châtaigniers qui ont créé, l'habillage de la ferme, sa vêture, on parle pas tout à fait de bardage, c'est impropre, mais là, cette fois, c'est un lien avec un, mmh, un entrepreneur, un artisan qui transforme, en fait, qui donne, à un agriculteur possesseur de ces forêts, il lui dit: «Écoute, je vais entretenir ta forêt, je vais cueillir ces déchets, ces rejets de châtaigniers». Vous savez, le châtaignier, c'est un bois, qui est très intéressant parce d'abord, c'est un bois civilisation, c'est un fruit, c'est dans certaines régions où il parvient encore à survivre malgré le réchauffement. Il y a toute une histoire, culturelle autour de cet arbre et c'est également, un arbre enfin une essence qui permet d'être mis en œuvre puisqu'il est, classe 3, d'être mis en œuvre sans autre traitement. On voulait créer une vêture qui nécessite, très peu de transformation et c'était bien sûr dans l'ensemble du processus, ce qui était recherché là. Et donc ces rejets de châtaigniers ont été collectés, transformés par Apigebat et ont constitué l'ensemble de la vêture. Et là aussi, ça permet à l'agriculteur d'avoir
un revenu, complémentaire et à la forêt d'être entretenue par la même occasion et en même temps d'avoir un stockage, de CO2 peut-être plus actif. Bon, il y a des débats sur la question, mais sur, des jeunes rejets qui sont, plus capteurs, quelque part. La démarche, c'était aussi, de faire avec les délaissés. Cette dimension, elle était importante avec pour nous ici, puisque le projet, on l'a complètement imaginé, avec, Travail et Vie, entreprise d'insertion pour des personnes qui viennent de la rue, donc d'insertion par le travail et l'activité. Alors on parle d'insertion, on parle plutôt de remobilisation. C'est des personnes qui sont, extrêmement enfin qui ont eu la vie dure, quoi, et on ne parle pas de personnes qu'on va former, qui vont trouver un job, en sortant au bout de leur formation. C'est plutôt, l'idée de retrouver une place dans la métropole pour ces personnes et de sortir de la relégation et le terrain tel qu'il était, qui était, le terrain proposé par la ville de Paris, c'était une surlargeur donc de la Petite Ceinture. C'est une ancienne, distribution, un ancien train qui faisait le tour de Paris, peut-être vous connaissez, qui était, à ce moment-là, dans cet état-là. Ce terrain avait été occupé par un garage pendant de nombreuses années, assez sauvage, qui avait mis des carcasses, des hydrocarbures, tout ça et qui, bah, voilà, nous l'avait laissé, donc héritage de l'industrie. On est un peu à la toute fin de la fin de l'histoire de la bagnole, en fait, et qui vient faire, cette dévastation. C'est un exemple. Les terrains pollués, sur les friches sont évidemment Flores, c'est un problème en soi. L'ambition ici, c'était aussi, de cultiver. Donc on avait nécessité d'avoir, une garantie sanitaire, des sols. On a dans un premier temps, mis en place, un système de collecte de déchets organiques à l'échelle du quartier. Donc c'est toute première activité. L'idée, est souvent là dans nos projets, avec nos partenaires, c'est qu'avant d'avoir tout construit, on commence à faire et ça, on l'a beaucoup appris d'ailleurs des entreprises d'insertion. On n'attend pas d'avoir tout, on prototype l'action en fait et plus peut-être, plus joliment, on fait avant de faire et puis donc là, il y avait un partenaire qui était dans le quartier et qui avait, créé un partenariat, lui, avec, c'était un transporteur par bateau. Vous voyez que le canal, le petit point rouge, c'est la ferme et puis il allait chercher, du côté de Clé-Souilly, donc du côté de la région productive, des légumes auprès d'agriculteurs et puis, il les vendait comme ça sur le quai, au fil de son retour, et puis, il repartait avec les déchets organiques qui avaient été, collectés dans la ville par les futurs fermiers et qui, petit à petit, donc remplissaient le bateau, au fur et à mesure de ses retours. Donc c'est un partenariat qui était temporaire, qui était celui de la préfiguration de ce que serait la ferme et qui a permis de créer cette boucle, assez vertueuse pendant un temps. Sauf qu'on a eu besoin, nous, de massifier ces volumes puisque l'idée a été assez vite de reconstituer, régénérer nos sols, puisqu'ils étaient pollués. Donc il y a les sols les plus pollués ont été curés, aussi pour permettre l'accessibilité du site et cetera, des histoires de terrassement. Donc ils ont été évacués dans des filières, classiques. On a tenté la remédiation, la phytoremédiation, mais c'était des temps très longs, donc c'est pas le choix qui a été fait. Ça pourrait être un choix, mais c'est pas celui qui a été fait. Et puis, au fil du temps, des mois d'études, de chantier lui-même, et concomitant au chantier, on avait sur donc la petite ceinture qui est toute juste à proximité de la ferme, hem, créé des andins et des volumes de déchets organiques, qui ont été azotés là avec de la moutarde, et qui ont permis à l'ouverture d'avoir des sols sains et productifs dès l'ouverture en fait, du lieu. Faire avec les délaissés, vous en avez certainement pas mal entendu parler. On était dans nos premières expérimentations autour de la récupération des matériaux. Il se trouve qu'on était à bonne école parce que Travail et Vie depuis, 30 ans avant qu'on les connaisse, ils faisaient du curage parce que c'est souvent l'activité qui est donnée aux activités d'insertion. Ils faisaient du curage de bâtiments et donc la récup, le tri, tout ça, ça n'avait aucun secret pour eux et surtout ça ne faisait pas peur parce que parfois, certaines entreprises sont inquiètes d'avoir affaire à ces types de gisements, mais chez eux, c'était, assez, dans leur ADN et assez naturel et donc
on a commencé à travailler justement ce qu'on appelle la pratique de la cueillette et d'autres avec nous. Et là, je prends l'exemple, justement de la création avec d'anciennes portes ou fenêtres qui sont issues de gisements, de bailleurs, sociaux qui déposent, en quantité ces matériaux de très grande qualité qui ne sont pas arrivés à obsolescence et leur transformation. Là, ici, pour, créer des jardinières, il se trouve que c'est des par exemple des, mmh, des fenêtres qui sont en bois exotique et donc qui ont toutes les performances extrêmes pour, résister aux intempéries, là aussi sans autre traitement et donc elles sont transformées dans cet atelier d'insertion qui est nommé, atelier rare. Autre cueillette, et on cherche des cueillettes récurrentes puisqu'il faut une saisonnalité pour faire des cueillettes. Et sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, vous ne pouvez pas, créer une filière derrière. Il ne s'agit pas du tout de chiner, d'avoir un objet exceptionnel. On ne fait pas de brocante, on crée des filières, on y participe à une économie locale. Et donc là, c'est la Fashion Week qui est une saisonnalité chez nous et qui pourvoit, largement en panneaux d'excellente qualité, tous les malheureusement, tous les, toutes les saisons et d'ailleurs 2 fois, plusieurs fois par an. Ça pose évidemment la question de savoir en quoi, on cautionne ce système quand on récupère, la question est ouverte et on se la pose souvent. Et là donc, voilà, la menuiserie, circulaire, ainsi nommée à l'époque, a créé, les des armoires avec ces panneaux et puis Atelier Rare, cherchait avec nous une expérimentation autour toujours des fenêtres là pour créer des parquets. Donc c'est la salle de vie, de la ferme qui ont été, transformées. Je vous parle tout ça, je parle là aussi de résilience et d'économie locale, en ce sens où on vient renforcer des filières, courtes, des filières de solidarité. C'est l'action justement de l'architecte par la prescription et par le co-design avec les artisans, de trouver, des issues à ces gisements et puis, valoriser justement les savoir-faire qui sont développés dans ces ateliers. Et là, vous voyez le profil de la fenêtre où on commence à entrevoir ce que pourrait être une esthétique, pardon, oui, le profil de la fenêtre, une esthétique du réemploi qui vient créer motif et pourtant on a des enjeux, j'aime bien ce détail parce qu'il parle aussi des enjeux qu'on a sur le coût du travail. Le coût du travail est un frein et peut-être le plus grand frein qu'on a, sur la que ce soit autour des biosourcés, des matériaux locaux, du géosourcé et du réemploi. Puisque le travail coûte cher en France pour des plutôt bonnes raisons, il porte, un certain nombre de charges sociales. Elles pourraient être portées ailleurs à mon sens, mais c'est là qu'elles sont et du coup, des heures de travail, c'est coûteux. Quand vous faites du réemploi, la matière est gratuite, mais le travail coûte et donc il faut dans votre dessin, dans votre prescription, être, frugal, là aussi, sur les étapes de transformation et donc il y a intérêt à trouver justement des esthétiques qui valorisent des matériaux peu transformés. Là aussi, un travail de récuration sur des carreaux qui parle aussi de la question sociale. Il y a 20 chambres à la ferme du Rail et il y a aussi cette question de la dignité de l'hébergement pour des personnes qui viennent de la rue. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi 5 étudiants qui sont étudiants à l'école du Breuil et l'école d'horticulture de la ville de Paris et donc qui cohabitent avec ces personnes. Hem et donc on a autant de salles de bain et là, c'est la récupération de fin de série, donc on était encore, vraiment et on y est toujours, hein, sur le carrelage d'ailleurs, dans l'expérimentation et c'est un artisan qui ferme boutique, fin de carrière et qui vend son hangar et là, c'est plein de petits bouts de trucs et donc il s'agit de recréer des calpinages, de recréer avec, ce qui lui restait dans son hangar et c'est l'opportunité aussi de personnaliser chacune de ces salles de bain, ce qui aussi, plutôt que de standardiser, l'accueil social, l'opportunité d'un accueil plus digne et plus, différencié. Un premier travail qu'on a suivi au long cours et qui est vraiment rentré, aujourd'hui, dans notre, pratique plus, c'est le travail avec, les gisements de pierres de voirie. La ville de Paris, quand elle, déconstruit un espace public et elle le fait beaucoup, beaucoup, les Parisiens se plaignent énormément, hem,
Eh bien, elle a sur les bras, des matériaux qui sont des éléments, de différentes natures, en petite série là aussi, c'est vraiment le propre, de la pratique et elle le stocke fort heureusement depuis des années et malheureusement elle a arrêté pour des raisons de coût de stockage, mais elle le stockait. Elle vient d'arrêter, et elle nous a ouvert les portes de ce stockage de ces rebuts et ça a été l'occasion de créer, tous les murets, que vous verrez, par la suite, qui sont les murets de soutènement du jardin. On voulait faire de la pierre sèche pour, différentes bonnes raisons, notamment pour la déconstruction de ce mur, mais on n'avait pas là les savoir-faire en ville, de caladeurs, de murailler pierre sèche et on n'avait pas, songé à faire venir de plus loin le savoir-faire et ce qu'on a fait par la suite. Donc là, il y a un peu de ciment sur ces murs-là, ça ne dit pas tout à fait et c'est un peu l'idée qu'on va faire une première expérimentation sur un projet et que tant pis si on rate, parce qu'on va rater mieux la fois suivante et donc on recommence et puis, comme ça, l'idée de faire, très heureuse que j'ai découverte au fil du temps, de pouvoir, expérimenter une chose quelque part avec quelqu'un et puis reprendre cette relation avec cette personne sur un autre projet et aboutir, là où on voulait aller et peut-être ailleurs, mais en tout cas, faire évoluer. Cette dimension aussi de la ville productrice qui est une chose importante. Je vous ai parlé du travail, l'importance du travail, de réintroduire le travail de transformation en ville, de recréer en fait cette économie locale simplement et là, bien sûr, on est sur l'activité, maraîchère, l'ensemble de la production qui se fait à la fois sur les terrasses que vous avez vues tout à l'heure, dans le potager central, mais aussi, dans cette serre qui vient coiffer le restaurant, et puis dans la champignonnière qui est logée sous le restaurant. Cette production vient alimenter intégralement le restaurant, enfin pas ça ne suffit pas à la production totale du restaurant, mais toute la production est achetée par le restaurant et vendue et valorisée de cette façon. Les personnes sont formées, certaines, sont sorties, ont fait ce qu'on appelle des sorties positives, c'est-à-dire qui ont été embauchées dans des entreprises d'espaces verts, même si, je le répète, c'est pas la première finalité finalement. Mais, il y a aussi toute l'activité autour du compostage qui, pour des raisons, métaphoriques justement, a trouvé une place, importante parmi les fermiers compagnons, qui je pense moi, enfin c'est ma conviction, le fait de valoriser des déchets collectés à l'échelle du quartier, de retrouver une place en allant les collecter, de recueillir ceux qui amènent les habitants et de les transformer en substrat, je pense qu'il y a une dimension, métaphorique, forte. Vous voyez les murets dont je vous parlais tout à l'heure et puis, donc ça c'est la ferme à sa livraison. Vous voyez qu'on est à proximité de la petite ceinture et la terrasse de la ferme et la salle du restaurant qui s'ouvre dessus et le hangar qui est en dessous où se trouve, la champignonnière. Là, je suis dans les logements et je regarde, vers la serre, le restaurant et l'ensemble. Ça, c'est, la ferme au moment du confinement, donc un moment assez douloureux quand même. C'était pas le pire. Moi, je me souviens, je me promenais là sur la petite ceinture, parce que c'était un des rares endroits, les espaces publics étaient interdits où on pouvait aller et donc les exploitations aussi, je vous montre quelques photos de la ferme, aujourd'hui et depuis. L'exploitation de maraîchage en bac, sur le toit qui est isolé lui aussi, en paille, donc il y avait une complexité, constructive autour de ces questions. Je vais vous présenter maintenant un second projet pour vous donner aussi cette dimension de relation à notre quartier, notre territoire et comment on a développé, des choses, au-delà. C'est la restauration de la Maison des Canaux qui est une rénovation, lourde. C'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris et dans lequel elle a logé une association qui s'appelle, Les Canaux et qui est chargée en fait d'activer, le monde et d'accompagner le monde de l'économie sociale et circulaire. Elle était logée là, mais la maison n'était pas isolée, elle n'était pas accessible et elle était chauffée au fioul aussi au passage et puis, elle souhaitait, construire de manière pérenne une terrasse, sur ce quai. On est là aussi sur le canal de Lourdes, donc on est à 10 minutes à pied, de la ferme. Heu
et donc la ville de Paris lance un appel d'offres en conception-construction, ce qui nous permet, nous, de renforcer ces relations qu'on a avec les artisans. Donc là, on monte une équipe de maîtrise d'œuvre avec Switch, qui est un bureau d'études qui travaille beaucoup les questions low-tech, ventilation naturelle. Et puis, avec une série d'artisans qui certains étaient déjà à la ferme, donc beaucoup d'entreprises d'insertion, plus de la moitié. Et puis des artisans avec lesquels on travaille depuis toujours et qui s'impliquent et qui vont volontiers sur la pratique. Et puis, on identifiait aussi tous des ateliers avec lesquels on avait commencé un travail aussi, de transformation des gisements et puis tout un collectif aussi, divers de partenaires qui permettent de sourcer la matière. Il y avait, des plateformes qui existaient déjà un petit peu, mais c'était moins développé qu'aujourd'hui et les partenaires de bailleurs, donc bailleurs sociaux, qui sont des grands démolisseurs, des grands rénovateurs, Seine-Saint-Denis Habitat, donc voilà, des institutions, les services de la Ville de Paris eux-mêmes, qui sont les commanditaires, dans leurs services eux-mêmes, sont amenés à démolir. Et donc nous imaginons sur cette ferme un très grand, nombre de solutions en réemploi. Il y en a plus d'une trentaine qui ont été, développées. L'idée était de faire un démonstrateur, c'était la volonté de la ville, de ces pratiques possibles à une échelle locale, et sociale également, et d'avoir sur chacune des solutions qui auraient pu être projetées en œuvre, de se donner et nous, on s'est donné un jeu fictif de trouver dans un rayon d'une trentaine de kilomètres les savoir-faire, et c'est très important, et puis, la matière. Avec évidemment cette question de la gestion des déchets, sa démonstration, à même le quai, tout ce qui était déposé dans la maison était entreposé, soit valorisé sur place, soit trouver d'autres exutoires chez des partenaires et des camarades architectes ou maîtrises d'ouvrage. Et puis là, vous voyez, le travail a commencé par récupérer portes, des portes, de caves d'une copro, environnante pour faire les palissades de chantier, les déposes des briques, soigneusement. Il y a un grand enjeu autour du stockage, du soin apporté à la dépose, au stockage de ces matériaux. Et donc ça, c'était, essentiellement le travail, de Travail et Vie, justement cette conversion qu'ils ont opérée, pratiquement complètement aujourd'hui. Ils venaient du curage, un curage qui est pour les corps et pour les personnes un travail, violent en fait, puisqu'on va, démolir un espace généralement et puis la pratique du tri, dans ces secteurs-là est pas toujours, très, très claire. Et surtout, vous allez à la masse démolir des cloisons et cetera. Et là, il s'agissait bien plus de prendre soin de ce qui était, déjà dans la maison, de valoriser et de venir soigner aussi ce qui a été collecté sur d'autres sites. Donc on voit le travail ici. On retrouve nos pierres ici. On a développé, tout un travail autour de la pierre sèche et cette fois on s'est fait accompagner par, Yvan Delahaye qui était un grand murailler, malheureusement il nous a quittés depuis, d'Ardèche et qui a enseigné donc à Travail et Vie, comment. Il les a formés, on le voit ici. Il a formé aussi, des bénévoles qui ont participé à ce chantier, à différentes techniques de pierre sèche. Donc je vous rappelle que la pierre sèche, elle a un intérêt, c'est d'abord qu'elle peut absorber beaucoup de gravats, au sein de son mur et puis elle peut absorber un très grand nombre de variétés de pierres. La technique consistait à ramasser dans les champs, les pierres qui étaient là, en faire des murs. Et là, selon, ce vieil adage maintenant, du bon matériau au bon endroit, qu'on fasse des emmarchements, là qu'on crée ici une rampe, pour, l'accessibilité, eh bien, il nous a conseillé sur, comment faire un harpage, une rivière, enfin sur, toutes ces choses. On a pu choisir ensemble, les pierres sur le gisement, hétéroclite de la ville de Paris et ainsi constituer les ouvrages. Hem Récupérer le sable qui était à l'intérieur de la maison sur un des ouvrages déposés, et cetera. Je vous montre quelques ouvrages, les marches, le muret.
tout un travail aussi de recherche. On aime bien cette entrée, par métier, donc la tapisserie circulaire qui est là aussi, issue de l'observation que parmi les déchets du bâtiment et d'autres activités humaines, on a énormément de membranes. Alors, on appelle ça textile, mais c'est parfois aussi, d'autres sources, issues de la pétrochimie d'ailleurs. Et qui sont, souvent mises au rebut, avant leur obsolescence là aussi. Là, c'est un travail avec, les Résilientes, Emmaüs, qui a un atelier de couture. Ils faisaient des petits accessoires, avec les déchets d'une ressourcerie Emmaüs, donc là aussi un atelier d'insertion. Et elles ont aussi travaillé, elles nous ont aussi accompagnées pour la création de cette tapisserie qu'on avait imaginez, réhabiliter en fait cette technique ancienne de la tapisserie un peu tombée en désuétude. Après la récupération, donc ça c'est la stratégie pour, l'isolation de l'étage. Hem, la récupération de laine minérale, sur un plateau de bureau. Vous savez, dans les cloisons, on a souvent des laines minérales, qui sont en bon état. Donc le bureau, immense pourvoyeur de déchets, pas bons pour la benne. Hem Puisque un plateau de bureau, ça a une moyenne de vie, enfin tout son équipement intégralement, je crois que ça a une moyenne de vie d'un an et demi, un truc comme ça, avant son remplacement. Donc c'est une folie totale avec vraiment des matériaux en excellent état et en plus conçus pour être démontés, mais ils sont bénés, dans la plupart des cas. Et là, bon, ça nous a permis de récupérer, donc cette laine minérale, donc c'est Réavi, un autre partenaire, donc le réseau se crée, au fur et à mesure, qui a créé une donc c'est Réavi, c'est une plateforme solidaire, physique qu'on a en Île-de-France qui récupère, les matériaux. Je crois que vous avez, Parpaing qui fait un travail un peu similaire ici. Hem Et là, l'avantage aussi, c'était que c'était, du coup un montage, intégralement sec. Les bureaux étaient occupés pendant toute la durée des travaux, donc premier étage, l'association n'a pas quitté les lieux. Donc on pouvait, restaurer isoler, un bureau en peu de temps puisque tout le processus était sec, il y avait pas tant de séchage et par un travail de cloutage, de ces éléments sur des ossatures et là, vous voyez le pare-vapeur qui a été ajouté. On pouvait assez, rapidement puisque tout le façonnage était fait, en plus on avait ces baies qui étaient cintrées, donc nécessité d'un façonnage et c'est pour ça que le recours à des couturières, donc des métiers qui ne sont pas originairement, ceux du bâtiment, était, pertinent ici. Donc là, on voit les exemples. Cette moquette, je ne vous ai pas dit, elle est issue, là aussi prolixe, tous les ans et tout le temps, des, salons professionnels. Donc c'est les moquettes qui sont au sol. Elles sont souvent tachées et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de revenir là, encore une fois, au petit module, qui vient être cousu entre eux et c'est les Résilientes qui ont imaginé ce travail pour, leur redonner une esthétique avec de simples traits de couture qu'on vient, assembler et du coup habiller discrètement, donner un motif. La question du motif et de l'ornement, revient assez souvent sur ces enjeux-là, et sont au cœur, de nos préoccupations. Elles ont aussi avec nous conçu et General Metal, qui est un des acteurs du projet aussi, un serrurier qui depuis est devenu qu'on avait rencontré sur la ferme, qui avait fait un petit coming out, réemploi à l'époque. Il avait, récupéré un garde-corps à la fin, on n'avait plus d'argent, tout ça. Il avait récupéré un garde-corps et d'un collègue, il avait dit: «Oh beh, si vous voulez, je peux poser ça» et puis ça a vrillé dans sa tête. Depuis, il récupère des charpentes entières, il a créé une plateforme et vous pouvez aller voir, c'est très intéressant leur site et on peut faire du shopping d'IPN comme ça, et d'escaliers, de garde-corps, donc voilà, un très beau développement, en très peu de temps. C'est-à-dire les choses vont assez vite quand même. On déplore les volumes, on se dit que c'est anecdotique et cetera. Moi, je trouve que la mobilisation autour de ces questions, elle est assez importante. Donc là, l'idée, c'était de créer le grand plateau événementiel qui était à rez-de-chaussée. Général Métal. Oui, parce que je l'ai pas je sais il n'est pas dans ma présentation là, mais General Metal a conçu l'ensemble de la structure de la terrasse qui a été récupérée dans un hangar, à proximité du côté de Bobigny, donc pas très loin sur le canal là aussi.
un hangar qui a été déposé et qui a permis de constituer donc de là, de la structure. Donc on passait, l'étape, suivante puisque les enjeux, assurantiels, sur ces ouvrages sont évidemment plus importants. Là, l'idée, c'était qu'on avait besoin, pour consommer moins d'espace aussi, pour pouvoir, cohabiter. C'est un lieu avec une forte densité, hein, c'est de l'intensité, beaucoup de gens tout le temps. Ils sont chargés, en fait, de créer des événements autour de ces questions. Donc ils accueillent beaucoup de gens avec des formats très différents. Ils avaient besoin, dans leur grande salle du rez-de-chaussée, soit de faire des grandes conférences, soit aussi d'avoir des petits groupes de travail. Donc là, c'est un travail sur des cloisons, amovibles qui sont actionnables par des manivelles et donc le travail, des ouvrières là chez les Résilientes, avec une dimension évidemment créative, sur la base d'un module comme ça répété. Donc on a un mélange de déchets qui a été donné par Jacquard et par Bompard, donc on est vraiment dans le top du luxe et l'assemblage de ces éléments et là vous retrouvez toujours cette approche en module d'assemblage qui crée, le motif. Là aussi, heu autre expérimentation sur les membranes. Ce que je tiens à vous dire, c'est que j'ai l'air d'égrener un catalogue, mais c'est autant de personnes autour qui viennent, réfléchir à la solution, s'imaginer comment. Là, on travaille avec Switch, qui est notre, le bureau d'études, qui travaillait, sur ces questions pour savoir, qu'est-ce que c'est un store finalement. Le grand avantage du réemploi, hein, c'est qu'on est obligé de se reposer toutes les questions puisque vous repartez du matériau. C'est plus l'industriel qui vous dit: «Voilà, le truc, il a telle performance, si vous mettez ça, tout est OK». Là, il faut se redire, en fait, c'est quoi? Ça sert à quoi? Il filtre les UV et combien et pourquoi et qu'est-ce que c'est l'albédo et comment je réfléchis la lumière? Voilà et donc Switch nous a évidemment aidés. On n'a pas fait du tout de calcul scientifique par contre. C'était beaucoup plus, expérimental que ça, mais disons qu'en tout cas, ça permet de se reposer les questions. Et là, c'est un gisement de montgolfière, donc c'était un partenariat avec, le bien nommé La Tête dans les nuages, qui faisait des poufs avec ces déchets de montgolfière. Une montgolfière, finalement, c'est un EPI puisque si ça tombe, on meurt, et que du coup, il les remplace assez vite avant qu'elles soient mortes et donc c'est des bâches qui sont souvent tachées aussi, donc d'où la question, c'était pas le soutien à l'Ukraine, c'était plutôt effectivement, là aussi, on a nécessité de faire des assemblages aussi pour, sa robustesse. Ça permet de l'attendre davantage, mais pour, voilà, pour éviter les taches, recréer des motifs qui permettent d'absorber ces imperfections. Ça a servi aussi là, sur la couverture de la terrasse dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est General Metal qui a conçu, enfin qui a conçu avec nous ces portails, et cette, structure et puis tout le travail autour de la menuiserie qui est maintenant un champ assez développé autour de l'économie circulaire et du réemploi. On a vu pas mal d'exemples autour de ces questions. Là, je vais simplement, développer, tout ce qui s'est passé autour de cette porte. C'est la RIVP qui donc un des bailleurs, parisiens qui dépose, dans des logements sociaux des années 30, 230 portes. Donc ça fait tout de suite un gisement assez important. On cherchait du chêne, donc c'est pour ça que la caractérisation est indispensable. On cherchait du chêne parce qu'on voulait à nouveau, du bois sans traitement, pour créer différents ouvrages sur la terrasse. Et là, vous voyez qu'on est sur un circuit, là aussi qui est assez court. Donc, on dépose, ensuite un passage d'atelier en atelier, un peu aussi, sur l'idée, Travail et Vie était chargé de cette logistique, cette petite logistique urbaine d'amener d'un matériau, d'un atelier à un autre suivant ses transformations. Et là, vous voyez qu'on a 2 ateliers avec des compétences, différentes. Un peu comme quand on fait je ne sais pas si vous savez, à Naples, on fait des gants, qu'on transforme, il y a une dame, elle sait faire telle couture, ensuite il y a quelqu'un qui amène, dans un autre atelier qui sait faire telle autre couture et le gant se fait de porte en porte de dames qui sont dans leur maison. Alors là, on est sur une échelle plus professionnelle, mais j'aime assez cette idée et donc cette porte est valorisée dans tous ces éléments. Donc vous voyez le travail de démantèlement, le travail aussi de dessin et de conception et de design autour de ces portes-là. On a pareil, là aussi,
les tenons mortaises qui font une trace aussi, perceptible et pour pouvoir les exploiter, intégrer ces choses-là, dans le dessin et ensuite la possibilité de créer ce platelage, sur la terrasse. Ça a aussi permis donc une autre partie de ce gisement a été transformée dans une autre menuiserie à travers fil qui s'intéresse, et qui s'est beaucoup montée en compétence sur la formation plutôt des habitants à la menuiserie et qui a transformé et conçu avec nous un treillage avec des connecteurs qui ont été, imaginés et qui permettent le démontage puisqu'on le verra, la maintenance, c'est un sujet, fondamental aussi, sur ces questions, de durabilité. Hem et donc la nécessité de créer on était dans un environnement, le 19e arrondissement, donc c'est un lieu métropolitain. Il y a encore beaucoup une population malheureuse, de toxicos, qui craqueurs, dans les environs. C'est-à-dire, c'est un lieu de promenade dans la journée et le soir, il y a, cette population et donc tous nos ouvrages sont mis à rude épreuve. Parce que, bah, par exemple, un mur en pierre sèche, bah, c'est aussi un mur avec des petits coins, donc on est revenu sur les ouvrages et c'est cette idée aussi du temps long qu'on vient, entretenir, adapter les lieux à leur environnement et leur environnement, ça peut aussi être ça. Et voilà et là, c'est les derniers petits bouts de cette porte. On avait des plaques à l'intérieur, donc c'est les montants qu'on valorisait. Là, les petites feuillures, elles ont été valorisées à l'intérieur parce qu'on avait ces sols de mosaïque à l'intérieur et puis on avait, rénové les parquets, ces beaux sols de mosaïque-là et rénové les parquets, autour. Donc c'était la distribution, puis on avait démoli des murs qui ont servi, à alimenter les murs extérieurs qui ont été valorisés sur place et puis il restait des petits bouts, de ces portes, c'est des feuillures qui ont été débitées et ces petits derniers déchets Atelier Rare a proposé de créer une mosaïque de bois avec un enduit aux plates pour pouvoir imaginer sa dépose, qui était vraiment un ouvrage qui là n'a aucune, cohérence économique, c'est ultra long, mais une cohérence, poétique, du coup entre ces ouvrages. Hem et puis comme, tout est bon dans le cochon, les panneaux qui étaient contreplaqués dans ces belles portes des années 30, qui étaient des panneaux de remplissage, ont servi à faire, les plinthes de la maison. Je vous donne un tout petit peu de chiffres, je suis pas très chiffres, mais du coup pour aussi, on a pu faire un bilan, de l'ensemble de ces ouvrages. Je vous ai pas tout montré, je vous ai montré, quelques-uns, la plupart et donc comment, la mise en place de cet écosystème, et la volonté très forte de la ville d'aller au bout des sujets, du commanditaire, aussi, l'engagement de l'exploitant sur ces questions-là. Donc c'est un alignement aussi, dans la gouvernance, qui était là au départ, ont permis d'arriver à des taux de réemploi, très importants. Vous voyez qu'on est à 96, on est, on est à plus de oui, à 50 on est à 81 là, c'est ça les chiffres, moi bon, on est bien quoi, voilà. C'est ça, on a fait beaucoup de réemploi. Beaucoup de CO2 évité. L'idée, en fait, c'est d'être un peu systématique dans la pratique, vous le verrez. Bah, enfin, vous le voyez, c'est pas tant, bon, c'est important aussi de documenter, donc ça et je vous cache pas, c'est pas moi qui ai fait ces calculs. C'est justement la ville et dans d'autres cadres, qu'on l'a fait de candidature. Hem, mais ce que voilà, c'est important aussi dans un cadre comparatif, de revenir sur ces sujets. Il y a toute la question de la low-tech qui a été développée entre Switch et nous, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait à Rosny-sous-Bois, des projets que vous connaissez peut-être, avec la mairie de Rosny-sous-Bois, fait des écoles en ventilation naturelle, donc des bâtiments neufs en bois, fantastiques. Je vous invite à aller voir, en maîtrise d'ouvrage, publique, en régie, donc ils font ça, chez eux à la maison. Et là, il s'agissait de répliquer cette expérience qu'ils avaient faite avec en plus, ils l'avaient monitoré, donc ils savaient que c'était vraiment efficace pour la qualité de l'air, intérieur, surtout pour des écoles. Et là, il s'agissait de reproduire l'expérience. La ventilation naturelle, c'est un principe, par tirage.
et qui est sans moteur. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces grosses machines qu'il y a partout avec des moteurs pour, renouveler l'air, qui est une obligation dans des espaces où il y a beaucoup de monde. Ici, il s'agit de le faire complètement passivement en récupérant, malgré tout, les calories, qui sont de l'air, vicié, donc un échangeur. Vous voyez ce petit schéma, je pense est assez clair et qui permet de renouveler, l'air, de l'espace, d'événement et pour lequel il faut malgré tout des gaines beaucoup plus importantes que quand l'air il est poussé par un moteur. Puisque là, l'air il va tout doucement, il monte, il est tiré, il traverse toute la maison, donc il est bien tiré mais il faut des gaines importantes et donc l'enjeu était de caser, tous ces gros échangeurs plus gros que d'habitude dans l'espace et puis de le faire traverser, en toute discrétion, ces gros engins dans les bureaux existants. Donc voilà, c'est d'où la nécessité, de la collaboration entre le bureau d'études et nous et puis donc un travail aussi sur, l'intégration, de ces éléments, de ces échangeurs, en créant des faux plafonds lumineux avec du papier, sulfurisé, des gaines en papier, en origami. Là aussi avec, Travail et Vie, un artiste, junior qui travaille justement cette matière qui vient froisser et dont il connaît, les comportements. Un travail là aussi sur la récupération des eaux de pluie. On est dans un lieu complètement minéral, donc il y avait cette nécessité aussi d'avoir cette réflexion. Il n'y avait pas possibilité de faire ce qu'on appelle l'abattement, d'amener dans les sols, les eaux de pluie, de les faire, d'intégrer au sol, existant, non artificialisé. Donc on est dans un milieu complètement artificiel. Cette terrasse, elle est posée sur le quai simplement. Elle est lestée par nos ouvrages en pierre, mais il n'y a pas de fondation et encore moins de terre, végétale. Donc on a posé une bâche sous la terrasse puisque pour créer, l'accessibilité handicapée, cette terrasse a été surélevée. Donc on avait ce qu'on appelle un plénum en dessous et par des systèmes, assez simples, une récupération et une valorisation de cette eau dans les jardins, enfin les jardins, dans les jardinières et dans les toilettes de la maison et on a eu la bonne surprise de coupures d'eau qui ont permis, lors d'un gros événement, au canot, de malgré tout avoir un service de toilette ce jour-là, donc c'était assez intéressant sur la question de la résilience. Conception aussi qui consiste à utiliser un maximum d'éléments, justement de non-dépendance aussi à l'énergie, non-dépendance et non-consommation bien sûr. Là, voilà, avec des systèmes, qui sont soit peu énergivores, des brasseurs qui sont bien connus maintenant et puis, les systèmes à manivelle, ou à force, humaine, donc à énergie humaine qui viennent, ouvrir les portails de la terrasse et les éléments. Là aussi, un constat qu'on fait, parce que maintenant le bâtiment a 2 ans, c'est que la maintenance, elle est aussi facilitée parce que tous les assemblages ont été privilégiés avec, des assemblages mécaniques. Donc aussi noués, je ne vous ai pas montré l'expérimentation avec, des cordes d'escalade, là aussi des EPI qui sont jetés avant leurs obsolescences. Donc une artiste qui est venue, à enseigner, un point de macramé pour créer ces remplissages de portails et vous retrouvez un peu partout ces petits modules qui ont été assemblés, soit totalement mécaniquement, la pierre sèche évidemment, le boulonnage de toute la charpente métallique, la couture, par, définition et puis quand on avait un liant, le liant, vous savez que dans l'industrie, enfin dans le bâtiment, on est, beaucoup tributaire de tout ce qui est le joint, silicone notamment, toutes les colles qui sont extrêmement performantes et le ciment, qui fait qu'à la déconstruction, on est bien démuni et on est un peu contraint à la démolition et à l'impossibilité de retrouver l'intégrité du matériau. C'est donc, ce que ça propose ici de pouvoir lui assurer une troisième vie. D'une part, c'était la première idée, puis on s'est aperçu avec le temps que ça permettait aussi, la maintenance et aussi cette esthétique dont je vous parlais tout à l'heure, de petits modules hétérogènes qui permettent un remplacement aussi, plus aisé et de ne pas craindre le dépareillage qui est souvent, une occasion à laquelle on vient jeter un ensemble parce que, on veut garder une unité de perfection, sur l'ensemble d'un ouvrage.
Voilà et puis, je vous le disais donc la pérennité malheureusement, de l'approvisionnement de ces matériaux puisqu'ils sont, régulièrement, disponibles. Je vous en ai déjà parlé. Il y a les draps de grand-mère par exemple qui ont servi à faire les rideaux. On a tous des couettes, donc il y a des pléthores de draps de grand-mère qui sont un excellent matériau et associés à des bâches d'emballage qui servent à protéger des UV. Elles ont fait, des rideaux qui sont des outils techniques aussi pour, créer l'obscurité, profonde dans les lieux de projection. C'est aussi l'occasion on a créé, alors c'est l'activité même des canaux de travailler, cette question-là. C'est aussi l'après, ces actions-là. C'est aussi de se dire, les canaux forment des personnes au sein c'est aussi, dans leur ADN et là, ils ont créé un accélérateur du bâtiment circulaire, donc qui consiste à renforcer les modèles économiques qui sont très fragiles de toutes ces structures. Et là, il y a 3 des acteurs, principaux, qui nous ont accompagnés sur le chantier, qui sont incubés donc dans ce dispositif pour, monter en échelle et pouvoir, trouver plus de robustesse, dans leur fonctionnement. Voilà et puis en parallèle à la création d'une formation qui s'est montée pendant le chantier en fait, puisqu'on avait les artisans, on avait, les personnes en insertion, on a voulu, créer on se rend compte finalement qu'avec le temps, le principal frein, hem, c'est beaucoup le fait de ne pas créer de culture commune et de toute façon, c'est un peu notre tristesse. Là, vous voyez que les États-Unis, ils ont beaucoup de mal, par exemple. Et créer une culture commune, sur ces enjeux-là, une culture aussi de partenariat, de solidarité, de collaboration plus que de partenariat, maîtrise d'œuvre, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, commanditaire, entreprise, occupant et le fait de faire se parler toutes ces personnes, donc une formation qui vient mettre tout le monde autour de la table, autour de temps forts et autour du faire, d'apprentissage de toutes ces techniques, autour du, réemploi, donc de la déconstruction et de la conception, la pierre sèche et cetera. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Est-ce que c'est long? Encore un petit peu? Je vous montre, un petit dernier bâtiment que à nouveau donc un lieu, un autre collectif dans le quartier. Donc là, on retraverse le canal, enfin, on est toujours du côté du quai de Seine des Maisons des Canaux. Là, c'est un collectif qui est dans un quartier plus populaire du 19e, toujours sur la petite ceinture. La SNCF, met à disposition, pareil, un appel d'offres, pour l'occupation d'un de ces bâtiments à cheval toujours sur la petite ceinture. Un ancien bâtiment, un hangar qui servait à l'approvisionnement en sucre non raffiné de betterave qui était, raffiné puisqu'on est dans un quartier qui était très industriel et il y avait les sucres candy qui se faisaient dans le 19e arrondissement. Les sucres, et du coup, les bêtises de Cambrai, pardon, puisqu'on a une rue de Cambrai qui se faisait dans l'arrondissement et c'était par là qu'arrivait donc le sucre qui servait à ça. Jusque dans les années 50, puis ensuite il a eu d'autres usages un peu temporaires et puis il était dans son jus, un bâtiment de structure métallique, de briques et là, il y avait des associations, du quartier, donc un autre collectif impliqué dans l'accompagnement des personnes diverties, plus une orientation culturelle et puis, des préoccupations autour du textile. Ils avaient créé des très beaux, défilés avec une école de mode qui est impliquée dans le projet aussi dans le quartier, donc Couleurs du Pont de Flandre, une association qui a créé vous voyez, on retrouve à nouveau la montgolfière, mais là, on y était pour rien, de défilés, là aussi, inclusifs, heu, pour des per qui permettent à des personnes, handicapées avec des corps, de toute, nature porter haut, des vêtements, issus de la récupération avec un travail avec les étudiants de cette école. Pérenniser en fait ces collaborations,
une volonté aussi de créer, un lieu culturel, à destination, des habitants du quartier. On n'est pas, chiche en lieu culturel dans le 19e, il y en a beaucoup, mais il y en a très peu où les gens se sentent, légitimés, en tout cas, invités. Les gens de ce quartier-là, puisqu'on est, du côté du pont de Flandre. Il y a une cité qu'on appelle Michelek et il y en a d'autres encore qui sont à l'échelle des grandes cités, qu'on a, donc un grand nombre de tours, des grandes cités qu'on a, dans le 93 et en Seine-Saint-Denis. Donc un temps de préfiguration pendant qu'on étudie, ce projet. Donc la proposition est faite, le collectif, remporte l'appel d'offres et puis, un temps de préfiguration où justement se font des défilés, on est à nouveau sur la petite ceinture et puis, ça permet de renforcer les liens entre toutes ces structures et de préfigurer ce que pourrait être la vie ensemble dans ce bâtiment, hein, pendant qu'on imagine comment le transformer, qu'on dépose le permis de construire et ensuite il a, donc ouvert ses portes, on l'a transformé, hem et on a retravaillé donc toute son enveloppe. On a fait une intervention qui était, la plus discrète possible, tout en garantissant l'usage et les meilleurs usages à l'intérieur. Donc sur le rez-de-chaussée, on a tout un rez-de-chaussée qui est dédié, au textile circulaire, donc à la fois à nouveau un lieu de formation et puis une textilerie qui vend des vêtements, de seconde main bon marché et puis toute la salle en haut qui est dédiée, à la fête, au spectacle et aux rencontres avec un bar et un restaurant qui est tenu par, Mama Yoka qui est une coopérative, de femmes, en insertion qui cuisinent, qui cuisinent des spécialités, de leur origine et la terrasse qui vient se développer. Donc on a, fait là aussi un travail de mobilisation de l'écosystème. On est dans une économie beaucoup plus tendue, même si c'était pas royal dans les autres, sur ce projet-là et donc il y a un travail, une foncière qui s'appelle Belleville qui rejoint le projet et qui, supporte, la gouvernance économique et financière de ce projet pour qu'il aille jusqu'à son terme et donc là aussi, on part en chasse avec les artisans de toutes les solutions qu'on pourra trouver pour donner, le plus bel habit intérieur à ce bâtiment. Là, vous voyez, des exemples pardon, cette partie, elle est livrée depuis peu de temps et là, je me rends compte que 800 pages pourraient être plus belles, mais ça me permet de vous partager malgré tout, les éléments, qui ont été, remployés là aussi, en impliquant beaucoup plus, les habitants puisque c'était un projet largement porté par les habitants. Les autres projets dont je vous ai parlé, il y avait une implication habitante certes, mais beaucoup plus d'entreprises et d'associations, d'insertion. Le monde de l'ESS plutôt du côté, des structures, qui viennent créer cette économie de solidarité. Là, ici, on retrouve Travail et Vie qui est notre partenaire, notre sœur, et qui vient et qui est venue déposer, en grande quantité, là sur un plateau de bureau des éléments des éléments de laine minérale qui ont permis l'isolation complète de ce bâtiment. Donc là, on est dans des plus gros volumes. L'isolation intérieure cette fois, puisqu'il y avait une volonté de garder l'aspect de ce bâtiment, qui était cher à de nombreuses personnes, dans le quartier. Et puis, là, le travail à nouveau sur la pierre sèche et un développement aussi où on a demandé aux habitants d'amener leurs carreaux, donc une implication aussi, et une intervention sur le site par ce biais-là. Des expérimentations aussi sur de l'escalier, et puis sur la troisième vie d'une façade, qui avait été, remployée une première fois par, Encore Heureux, que vous connaissez peut-être, pour un pavillon provisoire au pied du projet de Sully Morland à Paris et on a récupéré pour une troisième vie pour créer l'ensemble de la vitrine, du rez-de-chaussée. Une implication là aussi des habitants pour, créer l'insonorisation, enfin l'absorption acoustique. On retrouve là aussi, les éléments de montgolfière qu'on vient redéployer là dans une beaucoup plus grande échelle pour faire l'absorption acoustique, des plafonds. Les luminaires, eux-mêmes sont récupérés auprès de Réavis. C'est un projet où en fait, cette fois le réemploi est une réponse aux enjeux
économique puisqu'on était très serré. La SNCF avait octroyé un bail, a toujours octroyé un bail de 12 ans, donc c'est un investissement très lourd pour un très court terme, donc c'est un modèle économique qui est très, très difficile à tenir. Vous savez, l'immobilier, vous empruntez de l'argent pour investir et vous remboursez, généralement sur les loyers, qui sont perçus ensuite. Là, comme on n'a que des acteurs de l'économie sociale et solidaire, évidemment, les loyers ne peuvent pas être élevés, et donc il y a un engagement sur cette question et donc un modèle, à tenir d'un côté ou de l'autre. Donc il y a dans le modèle une proposition de privatisation, de certains espaces, mais tous les concerts sont gratuits, la nourriture est bon marché est bonne, le bar lui-même n'est pas très cher. Il s'agit pas du tout donc il s'agit de tenir ses engagements sur ces questions-là. Et donc là, on a mobilisé aussi, toujours cette fameuse moquette qui est un matériau, heu, très très souple et agile, qui a constitué des parois acoustiques et puis des dalles de faux plafonds aussi qui en partie hautes qui ont été, remis en œuvre sur l'ensemble. Voilà, je vous ai donné un petit panorama de nos activités, à l'échelle d'un territoire. Je suis passée un peu vite sur les solutions, mais c'était aussi de dire, voilà, que de figurer un peu tous ces liens qui nous unissent tous et surtout l'idée qu'on ne fait pas les choses seuls et qu'on les fait, dans le partage, et dans la conception de partage, sur l'ensemble de ces ouvrages.